domaine de microbiologie que l'on travaille depuis 3 ans, 4 ans dans le laboratoire, et qui est un domaine que vous ne verrez pas travailler dans beaucoup d'autres laboratoires de microbiologie clinique. Je pense qu'on est à peu près les seuls en Europe, voire au monde, à essayer de caractériser et d'isoler, de cultiver des microbes que l'on appelle des archaées à partir de prélèvements cliniques chez l'homme. Alors en effet, ces microbes archaées, qui sont des micro-organismes différents par plusieurs critères des bactéries, sont des micro-organismes qui ont été initialement découverts dans les environnements, et en particulier dans des environnements qui, du point de vue de l'homme, sont des environnements extrêmes de notre point de vue à nous. Par exemple, on est dans des sources d'eau chaude à 121 degrés, comme l'a dit l'autre jour joliment sa mère au moment de sa thèse, c'est-à-dire à une température qui est celle de l'autoclave, dans le fond. Un environnement froid à 0 degré, des environnements hyper salés, y compris dans des eaux qui atteignent la concentration de saturation en sel, dans des environnements très acides ou au contraire dans des environnements avec des pH très alcalins. En réalité, on s'est rendu compte ensuite, vous voyez, dans les années 1980, que l'on pouvait trouver le même type de micro-organismes en dehors de ces environnements extrêmes, dans des environnements qui le sont beaucoup moins, et vous avez là l'exemple d'une petite caryote unicellulaire qui, lorsque vous l'éclairez en fluorescence sur le panneau de droite, vous fait voir des petits points fluorescents qui sont des archées, car une des caractéristiques de certains de ces archées, donc qui sont des archées méthanogènes, c'est-à-dire les archées qui fabriquent du méthane à partir de l'hydrogène. Et bien une de leurs caractéristiques, c'est d'être autofluorescents lorsqu'on les éclaire à la bonne longueur d'onde de fluorescence. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait également des archées, et très précisément des archées méthanogènes, qui sont associées à un certain nombre de nos flores. Et vous voyez qu'en 1982 a été isolée à partir du tube digestif chez l'homme une archée qui s'appelle Methanobrevibacter smithii. Ensuite a été isolée une deuxième archée, toujours à partir du tube digestif chez l'homme, qui s'appelle Methanosphaera stadmaniae. Il s'agit d'une deuxième archée également méthanogène. Et une troisième avait été caractérisée en 1994 à partir d'une cavité buccale qui s'appelle tout simplement Methanobrevibacter oralis. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons commencé à travailler dans le domaine de ces micro-organismes. Parce que nous avons micro-organismes qui sont caractérisés par une résistance très très large aux agents anti-infectieux que l'on utilise habituellement en clinique, et en particulier qui sont résistants, pour faire simple, à la plupart des médicaments antibiotiques dont on dispose pour lutter contre les bactéries, et seuls restent efficaces, vous voyez sur le panneau la petite flèche noire, les azolés, en particulier le métronidazole, j'y reviendrai tout à l'heure. Et une chose que vous avez constatée, c'est que les rares molécules efficaces contre les archées sont aussi des molécules efficaces à la fois contre les bactéries et à la fois efficaces contre les eucaryotes. Donc l'idée, vous voyez, c'était de dire que pour avoir une molécule efficace sur les archées, donc il fallait regarder qu'est-ce qui était commun aux eucaryotes parasites et aux bactéries. Il n'y a pas, à ma connaissance pour l'instant, de molécules qui soient spécifiquement efficaces sur les archées et qui ne seraient pas testées sur les autres classes du vivant. Par contre, il existe des peptides, on sait maintenant qu'en réalité certains eucaryotes fabriquent des peptides qui ont une activité spécifiquement dirigée contre les archées. Alors dans ce domaine, en réalité, dans un premier temps, on a mis en place au laboratoire des outils pour pouvoir travailler ces micro-organismes. Bon, la démarche est assez standard. On a mis en place des outils pour pouvoir les détecter en utilisant la PCR et le séquençage. Et donc on a mis au point des protocoles plus particuliers d'extraction de l'ADN à partir de ces archées qui ont une paroi particulièrement résistante. Et pour faire simple, le secret consiste à associer une lyse mécanique des micro-organismes en utilisant tout simplement de petits fragments de silice de sable et en agitant les micro-organismes en présence de silice à grande vitesse. Et on fragmente, enfin on imagine tout au moins que l'on fragmente mécaniquement la paroi résistante de ces micro-organismes, et on complète cette lyse mécanique par des lyses chimiques qui sont connues par ailleurs avec des protéinases par exemple. Et donc en combinant, vous voyez, lyse mécanique et lyse chimique, eh bien, on arrive à casser la paroi résistante de ces micro-organismes, de la même façon d'ailleurs que l'on peut casser la paroi d'autres
bactéries résistantes comme les mycobactéries, donc à faire sortir l'ADN et pouvoir travailler sur l'ADN. On a travaillé dans un deuxième temps sur les amorces, on a mis au point d'abord sur la base des quelques génomes disponibles et des quelques données génétiques disponibles dans GenBank, des jeux d'amorces pour essayer d'attaquer les principaux phylums de ce monde des archées, et en faisant tout ça, eh bien, nous avons ensuite travaillé sur des prélèvements de sel chez l'homme. Le premier résultat, c'est qu'on a montré qu'une des trois archées que j'ai citées, Methanobrevibacter smithii, était, pour faire simple, présent chez tous les individus. En réalité, on le détecte chez 97 et 98% des individus. Mais donc, c'est une archée qui est présente chez quasiment tous les individus, et on a montré que la deuxième que j'ai citée, Stanley, était présent schématiquement chez un tiers des individus, c'est-à-dire des niveaux de prévalence beaucoup plus élevés que ce qui avait été rapporté auparavant dans la littérature, et ça tient simplement au changement en fait de protocole d'extraction. De façon triviale, si vous avez des difficultés avec votre protocole à extraire l'ADN de ces micro-organismes, bien entendu, vous aurez une difficulté à les détecter par les systèmes basés sur la PCR, et bien entendu, vous allez minorer artificiellement la prévalence de détection. Donc c'était un premier travail que nous avions réalisé, mais il est important parce que du coup, on s'est intéressé au prélèvement de sel qui justement ne contenait pas ces archées très très fréquentes, qui ne contenaient pas Smithii, ou tout au moins qui en contenaient le moins possible. Et en faisant ça, eh bien, on a été sur la piste, toujours pareil dans PCR séquençage, nouvelle séquence qui est marquée en rouge tout en haut de cet arbre. Et cette séquence nous a montré que dans ces prélèvements de sel, eh bien, nous avions probablement une archée différente de celle qui avait été décrite. Dans un deuxième temps, on a donc travaillé sur des systèmes de culture. Alors je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais ces archées méthanogènes sont des microbes anaérobies stricts, et qui plus est, ont besoin d'une atmosphère un peu originale, puisqu'elle est composée d'hydrogène à 80% et à 20% de dioxyde de carbone. Donc on a affaire à des mélanges gazeux qui sont quand même très inhabituels dans un laboratoire de microbiologie clinique. C'est rare qu'on soit amené à travailler sous une atmosphère de 80% d'hydrogène. Et donc on a travaillé ensuite sur les bouillons, en quelque sorte, qui permettent d'isoler ces micro-organismes. Je passe un peu sur les détails. Vous voyez, on a rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Là, c'est du tungstène qui agit comme coenzyme de certains enzymes qui sont nécessaires pour la chaîne de production du méthane. On a donc, avec un étudiant Saber, fabriqué, donc désigné un milieu de culture qui était optimum. Et à partir de là, eh bien, ce que l'on fait, vous voyez, on fabrique en réalité des tubes de culture, tubes de N-gate, qui sont simplement des tubes dans lesquels on va pouvoir renfermer cette atmosphère extraordinaire d'hydrogène et de CO2 à une pression de 2 bars. On autoclave bien entendu l'ensemble des ingrédients du milieu, et puis on inocule avec le prélèvement de sel, et on va suivre le développement de la culture des archées méthanogènes, tout simplement en suivant en chromatographie le dégagement de méthane à partir de nos tubes, et en regardant ensuite en microscopie, y compris en microscopie en autofluorescence. Après, on peut identifier, et si on a identifié la présence d'une archée méthanogène, eh bien, on va sous-cultiver le bouillon dans une phase solide pour obtenir, ça se voit peut-être pas très bien, mais les petits points noirs pour finir par obtenir des colonies isolées d'une archée méthanogène. Donc, lorsqu'on a fait ça, eh bien, on a isolé, comme je vous l'ai montré à partir de cette séquence originale, pour la première fois dans notre laboratoire, une nouvelle archée méthanogène que l'on a appelée joliment Methanomassilicoccus luminensis, qui traduit le fait que c'est bien un microbe marseillais et qui a été isolé en collaboration avec une autre équipe travaillant à Lumini. Et ce microbe que vous voyez là en microscopie électronique est un champion du monde, puisque c'est l'archée associée à l'homme la plus grande dans sa taille, et puis je vais le redire, c'est également l'archée associée à l'homme qui possède le génome le plus grand également, 2,3 mégabases. Bon, je passe un peu sur les détails pour dire simplement que les caractéristiques en font véritablement une nouvelle espèce d'archée, aussi bien les caractéristiques phénotypiques que les caractéristiques génétiques, et comme on en a réalisé le génome, les caractéristiques génomiques. Donc en 2012, nous avions réalisé l'isolement, la culture, la production, déposé en collection la 4e archée chez l'homme. On a continué le même type de travail, toujours pareil, en travaillant sur des selles qui ne contiennent pas la population majoritaire d'archées, avec le même type de travail, et ceci nous a permis d'isoler 3 autres archées.
on a, à partir des sels, on a isolé pour la première fois à partir des sels Methanobrevibacter oralis. C'est une archée qui était déjà connue chez l'homme, mais qui jusqu'à présent n'avait été caractérisée et isolée que dans la cavité buccale. Et donc pour la première fois, on l'isole, ce n'est pas une très grosse surprise, mais enfin on l'isole à partir du tube digestif et des selles. On a isolé avec la même technique une deuxième archée qui s'appelle Methanobrevibacter arboriphilicus. Comme son nom l'indique, c'est une archée qui est associée aux arbres et qui donne une maladie de l'arbre qui s'appelle joliment la pourriture du tronc. Et puis, donc encore une fois, dans le tube digestif de l'homme. Et puis, on a isolé une troisième archée, pour la première fois chez l'homme, qui s'appelle Methanobrevibacter miliaire. Et c'est une archée qui était connue, mais qui était connue essentiellement chez les ovins. Et donc là aussi, c'est la première fois que l'on met en évidence cette archée chez l'homme, et c'est la première fois que l'on cultive. Encore une fois, j'insiste, tout ça, ce sont des souches isolées, cultivées, déposées en collection, que l'on cultive, donc ces archées, à partir du tube digestif chez l'homme, de sorte que l'on a augmenté considérablement en pourcentage la flore des archées du tube digestif chez l'homme en 3 ans de travail avec 2 étudiants dans le laboratoire. Alors, travaux parallèles, eh bien, on se dit que puisqu'il y a des archées clairement dans le tube digestif chez l'homme, ces archées peuvent éventuellement contaminer les instruments qui vont rentrer en contact avec le tube digestif chez l'homme, tels que les colonoscopes. Naïvement, on peut se dire qu'avant une colonoscopie, vous le savez peut-être ou pas, bien entendu, on fait ingurgiter à la personne une purge pour vider le tube digestif de son contenu le plus possible. Il a été montré, ça a été étudié dans un travail, que malgré la purge, eh bien, en réalité, le résidu de sel après purge contient toujours des archées méthanogènes et contient même des archées d'un autre groupe qui sont des archées halophiles qui aiment le sel. Les archées halophiles étant paradoxalement apportées par la purge elle-même. Les purges que l'on ingère contiennent elles-mêmes des archées. En réalité, à l'occasion de la purge, on colonise le tube digestif de la personne. Bon, bref, il est possible que ces archées contaminent éventuellement certains instruments médico-chirurgicaux. Il n'y a aucune donnée sur la littérature, à savoir si les procédés actuels de décontamination utilisés dans les hôpitaux et les cliniques sont efficaces. Et donc, on a simplement fait un petit travail très simple qui a consisté à regarder si d'une part les biocides qu'on utilise quotidiennement pour décontaminer les instruments étaient actifs, et puis on a complété ce travail en regardant une classe plus particulière que l'on travaille de façon plus générale dans le laboratoire, ce que l'on appelle la squalamine et ses dérivés, et l'on a montré que la plupart de ces biocides sont effectivement actifs contre les archées méthanogènes associées aux flores de l'homme. Et vous voyez en microscopie électronique l'effet par exemple de la squalamine ou certains dérivés de la squalamine sur une archée avec le temps. Vous voyez qu'en pratique, la scolamine finit par exploser cette archée méthanogène, la scolamine étant une molécule qui probablement agit directement au niveau des parois et membranes des micro-organismes, dont les archées. Donc, en conclusion de ce travail, c'est bien, je pense que c'est utile que vous ayez entendu parler au moins une fois du fait qu'il y a des microbes différents, un petit peu différents des bactéries, qui s'appellent des archées, qui sont associées aux flores, notamment aux flores orales, je ne l'ai pas dit, vaginales et digestives chez l'homme. Deuxième point, pour ce que l'on travaille nous dans le laboratoire, il s'agit d'archées anaérobies, mais attention, il y a bien sûr des archées aérobies, les halophiles que j'ai évoqués sont des archées aérobies, donc c'est un monde considérable que celui de ces archées. Et ce que l'on essaie de comprendre maintenant, c'est quel est le rôle éventuel de ces archées dans la physiologie de la flore du tube digestif. Est-ce qu'elles ont éventuellement un rôle en pathologie? Il n'y a absolument rien de montré actuellement. Et puis on met en place des outils, des outils de laboratoire pour étudier un petit peu la dynamique. Est-ce que c'est une flore qui est sédentaire, qui ne bouge pas? Est-ce qu'il y a au contraire un apport par l'alimentation, par exemple, chez l'homme? Et ces travaux nous ont permis, à ma connaissance, d'être titulaires de 3 records du monde, puisque dans le fond, on a quand même isolé 4 sur 6 des archées méthanogènes associées au tube digestif chez l'homme dans notre laboratoire. On considère que c'est un record du monde, même s'il n'est pas absolu. On a encore une fois isolé l'archée la plus grande et qui possède le génome le plus grand associé aux flores chez l'homme, qui s'appelle Methanobrevibacter luminensis. Et puis, on vient récemment de battre un 3e record du monde, dans l'autre sens, puisqu'on a une archée qui possède le plus petit GC%, qui est très bas quand même, 25, c'est quand même très bas, 25 de GC% de son génome, et c'est celle que je vous ai présentée, Arboriphilicus. Voilà.